Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. 18h36, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler de Jean-Luc Mélenchon. Il a été le premier à parler hier soir, ça ne vous a pas échappé pendant la soirée électorale. On va écouter ce qu'il dit avec beaucoup encore une fois, d'emphase. Et puis on va écouter Danielle Simonet, qui est une ancienne LFI. Elle a été expurgée du parti, elle a été élue et elle n'épargne pas son ancien chef. Écoutez d'abord Jean-Luc Mélenchon, puis Danielle Simonet. Le nouveau Front populaire appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme. En effet, celui-ci forme un tout dont on ne peut dissocier ni les différentes parties, ni les recettes et les dépenses, ni le déroulement de l'entrée en vigueur des mesures qu'il contient. Dès cet été, les mesures prévues par ce programme peuvent être prises par décret sans vote. Je souhaite siéger dans un grand groupe nouveau Front populaire. Je pense qu'il faut comprendre ce qui s'est passé dans cette élection. Si malgré cette purge, j'ai gagné haut la main, et Alexis Corbière a gagné à Bagnolet-Montreuil, et Hendrik Davy a gagné haut la main à Marseille, c'est qu'il y a une dynamique mouvement citoyen à travers ce nouveau Front populaire qui fait que ça ne peut pas être un homme à la direction d'un parti qui peut décider à la place des électrices et des électeurs, et qu'il y a une aspiration à un mouvement qui soit démocratique, qui ait une éthique en politique et qui s'adosse véritablement à un programme et qui permette vraiment à tout le monde de s'impliquer. Voilà pour la critique de Jean-Luc Mélenchon par Danielle Simonet, Louis de Ragnel. Voilà. Ça veut dire que la France insoumise est divisée et qu'elle va diviser aussi le nouveau Front populaire. Ce qui est fort, c'est que depuis quelques années maintenant, un certain nombre d'anciens proches de Jean-Luc Mélenchon osent critiquer à la fois sa légitimité, sa capacité à gouverner, à prendre le pouvoir, et osent le défier. Vous avez donc Danielle Simonet, vous avez François Ruffin, vous avez Alexis Corbière, Raquel Garrido. Là, je trouve que ça commence à faire un peu beaucoup pour Jean-Luc Mélenchon. Okay. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, là où on peut regarder les choses de l'autre côté, c'est que globalement, Jean-Luc Mélenchon est un trotskiste. Donc dès lors qu'il y a une personne qui commence à s'écarter un tout petit peu du droit chemin, eh bien, tout l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, mais vraiment saute sur ces espèces de trublions, essaye de les massacrer. Enfin, c'est d'une violence rare. C'est-à-dire qu'ils sont souvent condamnés à une mort sociale. Tous leurs amis d'avant n'ont plus le droit de les voir. Il y a une étanchéité totale qui est mise en place. C'est impitoyable. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est, bon, là, ils y sont parvenus, mais parviendront-ils à durer ? Est-ce que Mme Simonet réussira à créer un courant avec Alexis Corbière, pourquoi pas avec d'autres ? Est-ce que vraiment il y a une place, il y a une possibilité d'exister sans Jean-Luc Mélenchon quand on partage les mêmes idées que Jean-Luc Mélenchon ? Joseph Massescaron, Arnaud Benedetti. Ce sera insoluble tant que LFI ne sera pas une formation politique. Parce que LFI n'est pas une formation politique. Ce n'est pas un parti politique. Mais il le revendique. Il le revendique. Ce sont trois personnes, pardonnez-moi, ce sont trois personnes qui contrôlent une micro-association. Donc, mais c'est ça. Mais il revendique le fait de ne pas être un parti politique traditionnel. Non, mais voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pour ça. On parle des trotskistes. Mais pardon, mais les trotskistes, il y a des congrès au NPA. Il y a des congrès, il y a des motions. Il n'y en a pas, LFI. C'est la référence. LFI, pardon. Il n'y en a pas, LFI. Ça ne peut pas, ça n'existe pas. Donc il faudrait, c'est pour ça, du temps pardonnez-moi de faire de l'archéologie politique. Du temps du parti de gauche, c'était possible. Du parti de gauche, il y a eu des congrès. Voilà, il y a eu des congrès, des motions, des débats. Avec LFI, c'est impossible. C'est une micro-association. Et ça ne choque personne. Arnaud Benedetti. Ça ne choque personne. Et après, on écoutera les Français. Pardonnez-moi, mais comment des représentants d'une formation aussi antidémocratique peuvent avoir le mot démocratie en permanence à la bouche? Je ne sais pas. Arnaud ? Je ne suis pas sûr que Trotsky était un grand démocrate. En l'occurrence, son passé ne plaide pas beaucoup pour lui. Mais les trotskistes, il y a des tas de nuances. C'est une démocratie tempérée par le piolet. Il y a des tas de nuances dans le trotskisme. Mais si vous voulez, moi, ce qui me frappe d'abord, c'est quand même que ces députés ou ces élus de la France insoumise qui aujourd'hui s'insurgent contre Jean-Luc Mélenchon, d'abord, me semble-t-il, ils sont minoritaires.
parce que le plus gros des troupes, quand même, suit Jean-Luc Mélenchon. Je pense que son charisme joue pour lui, indéniablement. Son talent, qu'il ne faut pas nier, joue pour lui. Et qu'il y a une forme de fascination et d'admiration pour ses proches vis-à-vis de ce talent qui est un talent hors norme aujourd'hui dans le champ politique, parce qu'il n'y en a plus beaucoup comme ça, en termes de tribuns. Et ensuite, deuxième point, ils ont quand même avalisé toutes les purges avant. Parce qu'il faut se souvenir, et les purges, elles n'ont pas commencé il y a quelques mois. Vous avez tout le courant souverainiste qui, à la fin de 2017, quand il y a eu le tournant, en effet, communautariste assumé par Jean-Luc Mélenchon, s'est fait littéralement purger. Et là, ça leur a posé aucun problème. M. Coquerel. Exactement, voilà. Donc, bon. C'était son meilleur ami. Justement, à propos de ça, il y a une grande inquiétude dans la communauté juive à la lumière de ce qui s'est passé hier soir et des résultats du nouveau Front populaire. On va écouter quelques réactions qui ont été recueillies par Fabrice Elsner. Écoutez. Il apparaît que cette extrême gauche, pas tous, mais beaucoup, sont dans une position qui frise l'antisémitisme, qui est parfois vraiment antisémite et qui manque d'intelligence. On a un peu peur de ce qui va nous arriver. Avec ma famille, on se pose des questions. On ne sait pas si on va rester en France ou pas. On va dire cet antisionisme qui n'est pas proportionnel vis-à-vis d'autres conflits, par exemple, qui sont présents dans le monde, peut en effet faire peur. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça va devenir. On a peur, nous les Juifs, on a très très peur. Très peur pour nous, pour tous. On se pose tous des questions. Vraiment, si on sent que ça ne va pas, oui, on se sauve. On est obligé de se sauver. Voilà pour cette grande inquiétude dans la communauté juive, Louis Ragnel, avec des gens qui veulent partir. Il y a beaucoup de gens qui disent « je vais quitter la France ». C'est assez consternant quand même, parce que normalement, s'il y a bien une mission du politique, quelle que soit sa couleur politique, et particulièrement en France, qui est le pays de l'universalisme, eh bien, c'est la protection de tous les concitoyens. Donc, ce sont des Français juifs, ce sont des Français. Et donc, c'est inacceptable qu'une communauté, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais se sente abandonnée, lâchée et pire, menacée. Menacée par des forces politiques qui donc on voit au chapitre et pour lesquelles beaucoup de Français ont voté hier. Et qui réclament le pouvoir aujourd'hui. Rachel Kahn. Oui, menacés par des forces politiques, menacés par soi-disant des représentants. En mettant des cibles dans le dos carrément de personnes identifiées, notamment sur ce 6e champ de bataille que sont les réseaux sociaux. C'est vrai que dernièrement, il y a pu y avoir différents événements de la communauté juive, notamment à Troyes, parce qu'il y a la Maison Rachid, donc c'est un peu la référence, c'est un événement qui se passe tous les 2 ans, grand rassemblement, et effectivement, l'ensemble des débats était sur le fait de partir si LFI prenait le pouvoir. En tout cas, malheureusement, j'ai pas le sentiment que les autres représentants politiques prennent le problème véritablement à bras le corps. C'est pire que ça. Et étonnamment, avant, lorsqu'on parlait du Front National, j'entendais beaucoup de gens dire on fait nos valises, on fera nos valises, Mais là, en l'occurrence, c'est pas simplement la problématique des Juifs, en fait, cette histoire d'antisémitisme. C'est la problématique de l'ensemble des citoyens. Évidemment. Non seulement les partis politiques, les autres partis politiques n'ont pas pris la chose à bras le corps, mais il faut le rappeler, ils ont fait alliance. D'abord, le Parti socialiste et les écolos, qui sont pas moins dangereux qu'LFI. Je pense qu'on ne l'a pas assez rappelé, mais les Sandrine Rousseau, les Marine Tandelé, ils ont tous invité Médine à leur université d'été. Je crois que c'est un signe d'une gauche qui est de plus en plus communautariste, anti-occidentaliste. Donc non seulement ils n'ont pas pris les choses à bras-le-corps, mais ils ont collaboré, pardonnez-moi d'employer ce mot, et y compris jusqu'aux centristes qui se sont fait élire avec les voix de LFI. Et ce qui m'impressionne le plus dans le vote d'hier, c'est que moi, je pensais que ça allait pas fonctionner. Si vous voulez, je pensais qu'un bon bourgeois de centre droit, ne serait-ce que parce que parfois il pense avec son portefeuille, pardonnez-moi d'être franc, ne pouvait pas mettre un bulletin dans l'urne pour LFI. Donc ça témoigne, je trouve, ce vote. Et il y a des raisons beaucoup plus graves, je pense, plus que le programme économique, il y a l'islamo-gauchisme, etc. Mais je trouve que ce vote, et c'est ce qui m'inquiète, témoigne d'un affaissement moral et intellectuel du pays. C'est-à-dire que rationnellement, on peut ne pas aimer le Rassemblement national, mais entre deux périls, il y en avait un qui apparaissait quand même moindre. Il n'est pas apparu aux Français qu'ils avaient un parti en face d'eux extrémiste. Et quand un peuple n'est plus capable de faire preuve d'esprit critique, de rationalité, qu'il est dans des réflexes pavloviens. Moi, ce que j'ai vu, c'est un réflexe pavlovien des gens qui ont été votés pour des fascistes ou des semi-fascistes par antifascisme. Quand on en est là, oui, le fascisme peut vraiment arriver, puisque on voit bien qu'on a des gens qu'on manipule et qui réfléchissent comme des masses
par réflexe et qui ont perdu leur esprit de critique. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir et qui devrait tous nous faire réfléchir. Arnaud Benedetti. C'est ce qu'appelait un essayiste lointain le viol des masses par la propagande. C'est la fabrique du consentement aussi. C'est-à-dire que là, quelle que soit finalement votre classe sociale, quel que soit votre niveau d'éducation, vous allez adhérer à un slogan, à un leitmotiv, d'ailleurs par mimétisme, mais très souvent par esprit de conformisme. C'est-à-dire que dès que vous avez un peu un esprit critique, là, en l'occurrence, ça devient très difficile parce que vous risquez en effet la stigmatisation, la dénonciation. Donc, c'est des phénomènes qui sont bien connus et qui, je pense, ont joué quand même dans cette efficacité du Front républicain, parce qu'on a vu quand même dans les dernières semaines, dans les 10 derniers jours, une montée en puissance d'institutions, de sportifs, enfin bon, on peut tous les rappeler les uns après les autres, qui ont cru bon, en effet, de payer leur écho à cette dénonciation du Rassemblement national, tel qu'il l'imagine. Joseph, votre avis là-dessus, sur ce front qui fonctionne encore ? Ça fonctionne et ça fonctionnera encore longtemps, pendant des décennies et des décennies. Enfin, en tout cas, il sera manié par la gauche pendant des décennies et des décennies. Nous avons une gauche extrêmement particulière en France. C'est-à-dire, nous avons une gauche, contrairement à aux autres gauches européennes, qui n'a pas, donné toute la critique qu'elle aurait dû donner sur le totalitarisme après la Deuxième Guerre mondiale. Elle est restée sur une critique du fascisme et non pas du totalitarisme. Le résultat, pour être très, très simple et très bref, il voit du fascisme partout, parce que c'est évidemment, ils sont restés sur cette critique du fascisme, qui avait sa légitimité, évidemment, autrefois. Et en revanche, quand le totalitarisme réel vient, c'est curieux, ils ne le voient pas.